Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, moi, je suis une spécialiste de la parole et du langage. Et ce que je vais développer aujourd'hui, c'est l'idée que le signal de parole n'est pas traité de façon monolithique, mais qu'on va avoir différents niveaux de traitement qui ont été identifiés et qui vont être modulés, ces traitements, en fonction de l'environnement. Donc, je vais vous parler des traitements que je connais, donc les traitements linguistiques. Donc, on a identifié des traitements pour comprendre un mot. Il va falloir faire des traitements phonétiques, donc qui s'intéressent aux caractéristiques acoustiques du signal, des traitements phonologiques qui dépendent, comme nous l'a dit tout à l'heure l'intervenante, de la langue qui a été apprise, puisqu'on sait que le bébé, dans la première année, va avoir un système qui va s'ajuster et s'optimiser pour sa langue maternelle. Et puis ensuite, on a le lexique mental avec les mots, et puis la sémantique. Et alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler beaucoup de sémantique, et je vais vous présenter des expériences qui essayent de quantifier l'impact d'un signal concurrent sur la profondeur des traitements linguistiques. Alors quand je parle de profondeur, ça veut dire qu'ici, je considère qu'en phonétique, je suis superficiel, et qu'en sémantique, je suis profond. Voilà. Alors, donc on s'est appuyé sur l'idée de l'hypothèse de l'effort, et l'idée de cette hypothèse qui a été développée, qui a commencé à être développée dès les années 60, c'est que pour traiter un signal, alors quel qu'il soit, nous, ça va être un signal de parole, mais ça marche aussi en visuel, c'est un phénomène général, on va avoir des ressources cognitives qui sont limitées. Et très vite, sur les traitements qui sont quotidiens, comme le traitement de la parole, les traitements superficiels vont demander très peu d'investissement des ressources cognitives, et puis ça va permettre de laisser beaucoup de ressources cognitives pour les traitements plus profonds. L'idée, c'est que si j'ajoute du bruit, donc si le signal devient plus compliqué à décoder, les traitements superficiels vont prendre plus de ressources cognitives, et puis les traitements profonds, du coup, auront moins de ressources cognitives disponibles. Donc l'idée, c'est d'aller voir est-ce que, effectivement, ça marche dans le langage parlé, et notamment le langage parlé bruité. Alors ces effets, ils ont été montrés, donc je vous disais, dès les années 60. Généralement, ils ont été montrés sur des travaux en mémoire. Donc quand on essaie d'apprendre des chiffres, c'est plus difficile de se rappeler une série de chiffres si on les a entendus dans le bruit, ou sur l'intégration sémantique de textes plus récemment. Donc la lecture de texte, on a du mal à faire une intégration sémantique de long texte. Et nous, on s'est intéressé du coup aux mots, au niveau du mot, pour avoir des mesures qu'on appelle en temps réel. Alors ce qu'on a utilisé dans nos expériences, dans les expériences que je vous ai présentées, c'est un paradigme très robuste en psycholinguistique, c'est l'amorçage sémantique. Donc c'est le fait que si je présente un mot, qu'il soit à l'écrit, à l'oral, ça ne change rien. Si je présente un mot, puis un second suivi d'un autre mot, et que ces deux mots sont liés sémantiquement, je vais aller plus vite que si je présente un mot précédé d'un mot qui n'est pas du tout lié sémantiquement. D'accord ? Généralement, la tâche qu'on demande, on demande au sujet de faire une tâche de décision lexicale sur ce second mot, la cible, ici beurre. Donc on lui demande de dire est-ce que c'est un mot de la langue ou pas. Est-ce que vous le connaissez? Le plus vite possible, vous appuyez sur un bouton le plus vite possible et on récupère les temps de réaction. Et en comparant les temps de réaction qu'on obtient dans la condition liée et dans la condition non liée, on va avoir ce qu'on appelle l'effet d'amorçage sémantique. Ça prend encore plus de temps si la réponse est non, c'est-à-dire si le stimulus qu'on présente n'est pas un mot de la langue. Alors ce phénomène, il s'appuie sur une théorisation qui en fait dit que dès qu'on entend un mot, on va activer tout le réseau conceptuel qui lui est lié. Donc un mot va activer un réseau de concepts qui sont liés sémantiquement. Alors ce qu'on avait fait dans une première expérience, donc ça fait partie de la thèse de Marie Dekerle,
Et donc, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait fait une myriade d'expériences que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'elle avait utilisé des voix, plusieurs voix, donc qui parlaient, qui disaient juste des mots, et puis on avait de temps en temps une cible qui venait dans le signal, et la personne devait faire une tâche de décision lexicale, comme je vous disais. Donc elle a fait la tâche avec une voix, deux voix, trois voix, et là ce que je vous ai mis, c'est un exemple de trois voix, où on avait, dans un cas, que deux voix qui avaient des mots liés à la cible, et dans l'autre, une seule voix liée à la cible. L'intelligibilité, donc, était la même pour les mots ici et là, et l'intelligibilité était très bonne. Et ce qu'on voit, ce que vous voyez ici, c'est que quand on a deux voix liées dans l'amorce, on a un amorçage sémantique très important, donc on a une différence de plus de 50 millisecondes sur l'identification d'un même mot, alors que quand on a une seule voix liée, on n'a plus du tout d'amorçage. Bon, ça a été fait chez des jeunes gens de 18 à 25 ans, sans trouble auditif ni cognitif. Donc c'est la première étape, ça a été de montrer ainsi que l'activation sémantique, elle n'est pas automatique. D'accord? C'est pas parce que j'entends un mot, ici ils entendent parfaitement les mots, c'est pas parce que j'entends un mot que j'active forcément son réseau sémantique. Et ce phénomène apparaît à partir de trois voix. Ce qu'elle a fait ensuite, pendant un séjour à Montréal, c'est qu'elle a utilisé la propriété de mots ambigus qui ont deux sens, comme ici avocat, qui peut être la fonction ou le fruit. Et donc, le début de phrase ici jouait le rôle d'amorce. Au tribunal, j'ai vu des avocats. Et on avait trois types de continuation de phrase. Soit une continuation qui allait dans le sens amorcé par le début de phrase. Au tribunal, j'ai vu des avocats, mais je n'aime pas le juge. C'était congruent. Au tribunal, j'ai vu des avocats, mais je n'aime pas le guacamole. Donc qui faisait référence au second sens du mot ambigu. Et puis, une condition contrôle incongruente où c'était « mais je n'aime pas le dromadaire ». Et en fait, elle a fait de l'EEG, donc l'électroencéphalographie, et elle s'est intéressée à la N400, qui est un marqueur très intéressant puisqu'il vient montrer l'intégration sémantique dans le contexte. Et pour aller rapidement, en fait, ce qu'on montre ici, c'est que dans le silence, vous voyez que on a ce qu'on appelle une N400 pour les courbes noires et rouges, c'est-à-dire pour l'incongruent et l'ambigu, et pas pour le bleu. Ce qui veut dire que dans le silence, le sens d'avocat, dans son contexte, est très bien compris. Donc on comprend, le cerveau de la personne sait qu'on est en train de parler de la fonction de l'avocat. Quand elle utilise du bruit stationnaire, ce qu'on voit déjà, c'est que ça ne change pas grand-chose pour la condition incongruente, ça ne change pas grand-chose pour la condition congruente. En revanche, le rouge, la courbe rouge, c'est-à-dire celle qui marque l'activation du second sens du mot, ici guacamole, on voit qu'il est activé. Ce qui veut dire que le fait qu'il y ait du bruit fait qu'on ne va pas pouvoir faire une sélection satisfaisante du sens du message qui est proposé. Et puis en cocktail party, on voit que là, on n'a plus de différence entre les courbes. Donc ça veut dire qu'en cocktail party, même quand il y a de l'intelligibilité, c'est des conditions où l'intelligibilité était conservée, on s'aperçoit que on n'a pas de différence. Donc il n'y a pas d'activation sémantique claire, il n'y a pas d'intégration sémantique au contexte. Donc ça, cette première partie, ce qu'elle nous dit, c'est que malgré une intelligibilité préservée, le traitement sémantique est modulé par la présence de signaux concurrents. Donc, comme je vous disais, l'activation sémantique n'est pas automatique, c'est pas parce que j'entends un mot que je vais le comprendre. Et il semble que l'allocation de ressources qui permet la reconstruction des aspects formels du signal
va donc se faire au détriment des traitements cognitifs de plus haut niveau. Alors la deuxième partie de notre travail a consisté à essayer de regarder quels sont les processus individuels qui sont impliqués dans la modulation des effets d'amorçage sémantique. Comme toujours avec la parole, même chez les normaux entendants, on a beaucoup de variabilité. Donc une des questions, c'est de savoir qu'est-ce qui sous-tend cette variabilité chez les normaux entendants. Donc ce qu'on a fait dans une troisième expérience, et donc là ça faisait partie de la thèse de Maxime Tassin, qui a arrêté depuis, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu reproduire une situation simple avec juste deux voix qui en même temps, et puis on fait une expérience et on mesure un amorçage sémantique, comme je vous disais tout à l'heure, et puis en parallèle, pour chaque individu, on est allé mesurer la mémoire de travail, qui est supposée avoir un impact important sur ce type de traitement, et puis une évaluation des fonctions exécutives. Alors la mémoire de travail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'épreuve de la Weiss 4 en utilisant la répétition de séries de chiffres. Et donc on avait trois mesures, la mesure à l'endroit, mesure à l'envers et mesure ordonnée. Donc soit les gens répétaient comme on leur donnait la série de chiffres, et au fur et à mesure on augmente jusqu'à arriver à la limite de chaque individu. Puis on leur demandait, on refaisait le test en leur demandant de donner les chiffres dans le sens inverse. Et puis la troisième épreuve, c'est on leur demande en ordonnant de façon ascendante les chiffres. Donc on a fait ça, et l'idée, c'était de mettre en lien les mesures de mémoire de travail et d'amorçage. On a également donc mesuré les fonctions exécutives. Alors les fonctions exécutives, c'est un ensemble assez hétérogène de processus cognitifs de haut niveau, et donc qui permet de faire varier le traitement de l'information à chaque instant en fonction des objectifs et d'une manière adaptative. Donc c'est de la flexibilité. L'idée, donc, on a sélectionné quelques fonctions exécutives qu'on pensait pouvoir être intéressantes pour le traitement de la parole dans la parole, pour essayer de voir si on arrivait à trouver des liens avec ces capacités et le traitement de la parole dans la parole. Du coup, on s'est intéressé au switching, puisque ça a été beaucoup abordé dans les questions de traitement du cocktail party. Donc l'idée, la capacité à garder en mémoire des instructions et d'exécuter une bonne tâche en fonction d'indices, donc d'aller d'une programmation à une autre. Et puis deux éléments qui concernent plutôt l'inhibition, donc l'inhibition de la réponse, la capacité à retenir une réponse habituelle, et le contrôle de l'inhibition, où là, en fait, on s'intéresse à l'attention focalisée, c'est-à-dire la capacité à aller chercher les bons indices, pour donner une réponse adaptée, sachant qu'il y a plusieurs réponses possibles. Alors, juste pour vous donner une idée, alors le test de fonctions exécutives, il est assez compliqué, je ne vais pas du tout vous le détailler. C'est un test en une expérience, on arrive à avoir des mesures pour ces trois types de fonctions exécutives. Donc c'est un test où on présente des visages, et l'idée, si les yeux du petit bonhomme sont verts, c'est d'appuyer du côté de la cible étant le petit carré noir. Si les yeux sont rouges, c'est d'appuyer sur le côté opposé du petit carré noir. Et ce qui va varier, donc, c'est la couleur des yeux, le regard, qui ne sert à rien, mais soit le petit bonhomme regarde à droite ou à gauche. Et puis, il va y avoir plein d'essais qui vont être soit en bloc, soit de façon mixte. Et tout ça va nous permettre, en regroupant les essais différemment, d'avoir des mesures de chacune des fonctions exécutives dont je vous ai parlé. Alors, je finis rapidement. Donc, on avait nos phrases, on a fait notre expérience avec deux phrases, et on demandait aux sujets de focaliser leur attention sur une des deux phrases. Il y avait une phrase qui était dite par un homme et une phrase qui était dite par une femme, et puis à un moment il y avait une
une cible qui apparaissait à l'écran, il devait faire une décision lexicale. Et parfois, l'amorce de la cible était dans la phrase où la personne portait son attention et parfois dans la phrase inattentive. Ce qu'on voit clairement, c'est un effet d'amorçage sémantique uniquement dans le cas où l'amorce est dans le flux attentif, c'est-à-dire que l'amorçage sémantique apparaît uniquement si la personne porte son attention, et aucun effet significatif dans le flux inattentif. En fait, quand on regarde et quand on fait les analyses et les corrélations avec les évaluations individuelles, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a aucune corrélation avec l'effet d'amorçage en conditions attentives, on n'a aucune corrélation avec les scores de mémoire de travail. En revanche, on a des corrélations qui apparaissent avec les effets d'amorçage en conditions inattentives. C'est-à-dire pour chaque sujet, même si ce n'était pas significatif en global, si on prend l'amorçage observé et les mesures de fonctions exécutives, on trouvait des corrélations. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a un article si ça vous intéresse de voir ça en détail. L'idée c'est que effectivement quand j'ai des meilleures capacités de switching, je vais avoir plus d'amorçage dans le flux inattendu, et l'inhibition, les deux mesures d'inhibition montrent que si j'ai des bonnes capacités d'inhibition, je n'aurai pas d'amorçage dans le flux inattendu, mais si j'ai des mauvaises capacités d'inhibition, je vais avoir des effets d'amorçage qui vont être déclenchés par les amorces qui sont dans le flux inattentif. Alors les conclusions, donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, donc entendre un mot, c'est pas comprendre un mot. On sait que les fonctions, on montre que les fonctions exécutives, même chez les jeunes gens normaux entendants sans trouble auditif, on peut trouver des corrélations avec les fonctions exécutives. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est répliquer avec d'autres populations, évidemment, pour qui c'est plus compliqué. Et puis, une chose que j'aimerais faire, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le soutien que je cherchais, mais de mettre en place un programme ponctuel de boost des fonctions exécutives. Parce que la bonne nouvelle, c'est que les fonctions exécutives, elles s'entraînent. Pas forcément sur le très long terme, hein, mais on peut, pendant 3 semaines, augmenter les capacités, par exemple, d'inhibition du système, ce qui pourrait être intéressant au moment de la pose d'un appareil, par exemple, pour faire une acceptation meilleure des appareils auditifs. Merci beaucoup. Et merci à mes collaborateurs, évidemment, sans qui rien n'aurait été possible.